merci. Alors, qu'est-ce que le Congo aurait dû demander ou doit demander dans ces négociations pour faire quitter le Kagamistan? Parce que, bon, justement, c'était quand même une bonne stratégie, je vois, de la part des Congolais de vouloir court-circuiter la relation que le Kagamistan a avec les États-Unis et de dire, dealer avec le Congo directement ayez des relations avec le Congo directement au lieu d'utiliser les proxys pour venir nous tuer et nous piller. Alors, qu'est-ce que le Congo doit exiger dans ce deal pour s'en sortir ou qu'est-ce qu'ils auraient dû exiger pour s'en sortir? Et puis, dans cet événement, vous aurez aussi Patrick Mbeko que j'aime beaucoup, d'ailleurs que je vais réinviter bientôt sur You and I Talk Show aussi pour qu'il nous en parle. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pensez aussi de la diaspora congolaise, rwandaise qui est en train de se mobiliser justement pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et puis les criminels, par exemple, qui ont travaillé avec le Kagamistan, qui sont aussi en exil, par exemple, comme le monsieur Nyamwasa, qui sont en exil, qu'est-ce que vous pensez que ça devrait être leur rôle dans tout ça? Ils sont libres. Est-ce que eux aussi ils devraient être poursuivis ou sanctionnés aussi, malgré qu'ils soient en exil? Bon, c'est beaucoup de questions dans une question, mais dites-nous ce que vous en pensez de tout ça. Merci. C'est à trois choses vite que le Congo doit faire. Exiger avec les Américains que ils appliquent un embargo d'armes, sanctionner le Rwanda et exige que l'ONU annonce un embargo contre les armes vendues au Rwanda. Et ça va empêcher réellement Kagame de continuer de faire la guerre. Deuxièmement, sanctionner Kagame lui-même. OK? Et troisièmement, exiger que les troupes de Kagame quittent le territoire congolais. OK? Ça, c'est trois choses qu'on peut exiger que Kinshasa puisse demander ou exiger de Washington. Et comme j'explique très bien que Kagame, c'est l'agent criminel qui a été utilisé par les États-Unis depuis 30 ans au Congo, alors je pense que Washington a de l'influence sur lui. Alors, deuxième question, vous m'avez dit qu'est-ce que la diaspora rwandaise peut faire? Ben déjà, beaucoup d'entre vous travaillent avec vos compatriotes et vos frères et sœurs congolais euh, pour informer le monde et pour faire de l'activisme. Déjà, c'est bien. Des gens qui sont en exil travaillent déjà ensemble. Euh, c'est toujours une question de comment travailler ensemble, ok? Et vous évoquez Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa, il a commis tellement de crimes euh, qui, qui veut toujours cacher son rôle dans ses crimes. Et alors, il y a toujours des efforts pour lui de dissimuler et de cacher et de mentir sur le passé. Ou de dire que en fait depuis sa sortie, depuis son départ du Rwanda, c'est le moment où c'est devenu de pire en pire. En fait, non, le pire était les crimes qui ont été commis quand Nyamwasa il était à la tête du DMI, ok, du renseignement militaire. Et ça, c'était durant le génocide en 94. Et le pire
ensuite, c'était après, quand il était vraiment à la tête de la gendarmerie, la guerre des infiltrés et tous les crimes qui ont été commis contre les Hutus et les Tutsis aussi. Et les faux feux, dont il a une connaissance euh, aiguë. Ok, alors il faut faire la différence entre les gens qui se sont disputés avec Kagame pour des raisons financières et autres, ou des luttes de pouvoir, et les personnes qui n'ont pas été, qui se sont disputées réellement sur la justice et puis les méthodes de crime, méthodes criminelles du FPR dès le début. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont été des membres du FPR, des jeunes soldats et même des officiers qui étaient horrifiés et qui ont essayé ou qui sont partis dès qu'ils pouvaient. Alors, je dirais que il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Tutsis, beaucoup de Hutus qui sont de très bonne foi et qui peuvent travailler avec les Congolais maintenant euh, pour s'enrichir et pour amplifier les voix et pour travailler en résistance. Merci, merci, merci. Et puis, on remercie justement Patrick Mbeko pour toutes ses initiatives et toute sa mobilisation et ses connaissances qu'il a partagées avec le monde. Moi aussi, j'ai beaucoup de livres de lui. Comment est-ce que vous avez pensé à l'inviter à cet événement de votre lancement? Et puis, est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous suivent, ça sera où à Montréal? J'ai mis le poster, mais dites-leur c'est où à Montréal et à quelle heure il faut arriver et à quoi s'attendre de cet événement qui va se passer ce vendredi 20 mai. Pardon, mars. Je suis déjà en mai. Doucement, doucement, le temps passe trop vite. Oui, j'espère que le printemps arrive vite. Euh, oui, ben on choisit Patrick parce que c'est la personne clé qui connaît non seulement l'histoire euh, congolaise, mais aussi qui maîtrise en fait les enjeux géopolitiques. Et mon livre, c'est vraiment un court texte, hein. C'est vraiment un petit livre qui ajoute, qui enquête davantage, euh, mais qui est là, qui ajoute qui s'ajoute à tout le grand travail qui a été fait et, par Charles Onana, Patrick Mbeko, Pierre Péan et d'autres, beaucoup d'autres sur le Congo. Alors, je serai en conversation avec lui ce vendredi. C'est une rencontre qui est sponsorisée par les femmes du RIFDP et aussi la communauté congolaise de Montréal. Et comme modérateur, on aura Robin Philpot, qui est l'éditeur de mon livre, de Baraka Books. Et ça commence à 18 heures le soir sur l'avenue du Parc au centre Kawaliz. C'est un centre culturel. Alors, ça va durer 2 heures. Dernière heure, c'est ouverte à des questions. Alors, c'est relativement relax, cool, mais ça serait stimulant, je crois.